Bienvenue sur Livre à toi, le podcast qui déclenche l'envie d'être soi-même, sans paillettes ni fausses promesses. Je suis Flo, coach en organisation bienveillante et intuitive depuis plus d'1 an. Je suis aussi passionnée par la connaissance de soi et le bien-être. Chaque semaine, je t'accompagne à mieux te connaître afin de créer ta propre liberté, seule ou accompagnée de mes invités. Je souhaite que tu puisses avoir toutes les clés en main pour réaliser tes rêves et vivre dans le plaisir et la sérénité au quotidien. Je t'invite à t'abonner dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Les inscriptions pour la nouvelle session de la Colo de l'Orga sont ouvertes. Pour rappel, la Colo de l'Orga, c'est 5 ateliers de groupe en live qui durent 2 heures. Mais ce n'est pas tout, c'est également la totalité de 10 cahiers de vacances, un qu'on remplit ensemble pendant l'atelier et un autre que tu as en bonus la semaine où il n'y a pas d'atelier. Et pour profiter pleinement de mes conseils, de la force du groupe et puis surtout de la motivation que tout ça va engendrer, on a aussi un groupe WhatsApp où on peut échanger tous les jours ensemble. Et donc chaque semaine, que ce soit en atelier ou en autonomie, on aborde des sujets qui sont pour moi essentiels pour pouvoir apprendre à mieux te connaître, te challenger et surtout kiffer ton organisation. Alors si toi aussi tu as envie de voyager pour créer ton organisation qui te convient vraiment, n'hésite pas à aller lire toutes les informations concernant la Colo de l'Orga grâce au lien dans les notes de l'épisode. Pour cette nouvelle session, on commence mi-septembre et les places sont limitées. Alors si tu as envie de retrouver de la clarté, de la sérénité et surtout du plaisir dans ton organisation au quotidien, n'hésite surtout pas à réserver ta place dès maintenant. Hello, je suis super contente de te retrouver pour ce nouvel épisode échange. Aujourd'hui, j'ai la joie de te partager un épisode qui me tient vraiment à cœur. Je pense que c'est l'un de mes préférés sur tout le podcast. J'ai échangé pendant 1 heure avec Aurélie qui est devenue une amie cette année et c'était passionnant. Aurélie est art thérapeute depuis quelques mois et elle partage avec nous pourquoi et comment elle est devenue thérapeute. On a aussi parlé du fait d'accompagner les autres avant même de devenir accompagnant, de la différence entre le coaching et la thérapie. Et je ne vais pas t'en dire plus parce que juste j'ai envie que tu découvres cette conversation et que tu te laisses porter avec nous dans tous les sujets qu'on a pu aborder. Je tiens à préciser que c'était le tout premier enregistrement que j'ai pu faire en fait en présentiel avec quelqu'un. Et évidemment, la technique n'est pas encore parfaite de ce côté-là et je n'ai pas le matériel le plus adapté. Alors, le son n'est pas au top, ça résonne un peu, il y a des bruits de fond qui sont pas super agréables. J'espère vraiment que ça ne va pas te déranger et t'empêcher d'apprécier cet épisode parce qu'il vaut vraiment la peine d'être écouté. Je te souhaite une très bonne écoute et n'hésite surtout pas à me dire si tu aimerais que je reçoive d'autres thérapeutes ou accompagnants. J'arrête avec cette introduction et je te laisse avec notre conversation. Hello Aurélie, je suis super contente de t'avoir aujourd'hui sur mon podcast. Et puis, pour la petite histoire, c'est le premier podcast de Livre à toi que j'enregistre en format échange, en direct. On n'est pas sur Zoom, on est dans la maison d'Aurélie et je suis trop contente d'être là. Je suis ravie de te recevoir, oui. Ouais, du coup, c'est drôle parce que je te reçois sur mon podcast, mais toi, tu me reçois chez toi. Exactement, c'est vrai. Je connais Aurélie parce qu'on fait de l'improvisation ensemble. Alors, pour les personnes qui suivent un peu le podcast, vous savez que je prends des cours d'improvisation et que je fais aussi du théâtre de représentation. Et donc, Aurélie, elle est dans mon groupe d'impro. Et donc, depuis le début de l'année, depuis septembre, on se voit tous les lundis pour improviser ensemble. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et quelle belle rencontre! Ça me flatte. Je t'en prie, présente-toi aux personnes qui nous écoutent comme tu en as envie. Je crois que tu as déjà pas mal amorcé. Donc, moi, c'est Aurélie, effectivement. Je suis tout simplement. Je suis Aurélie. Ok, trop cool. Alors, moi, si j'ai proposé à Aurélie de venir sur le podcast, c'est aussi parce qu'elle a fait un métier que je trouve super intéressant. Elle est art thérapeute depuis peu. Donc, c'est encore un petit peu tout neuf, tout nouveau pour toi. Et oui, ça fait depuis le mois d'avril, tout début avril, que je suis réellement certifiée. Donc,
C'est tout frais et en même temps pas si frais que ça parce que j'ai commencé ce chemin il y a 4 ans. J'ai commencé ma formation d'art thérapeute il y a 4 ans, en 2019. Et ça a été donc voilà 4 années en présentiel sur des petits temps. En fait, c'était pas 4 ans d'années pleines, hein, c'était des modules de 4 jours à peu près tous les mois et demi. Et du coup, voilà, ça a été le début de la grande aventure et fraîchement diplômée depuis le mois d'avril. Le mois d'avril. Et comment tu as vécu cette formation? Parce que c'était long. Ça a commencé à un moment de ta vie, tu termines à un autre moment de ta vie. Enfin, en 4 ans, il se passe énormément de choses. C'est réellement mon premier vrai engagement dans la vie. C'est vrai que j'en ai parlé récemment avec un de mes amis où je disais, j'ai pas de rigueur, je suis pas quelqu'un qui va forcément jusqu'au bout des choses. J'ai tellement plein de choses en tête que je commence tellement plein de choses que je finis pas forcément tout. Et cette formation, en fait, c'est vraiment mon premier engagement. Donc c'est déjà dans ma vie, c'est très important. Mais symboliquement parlant, ça a vraiment beaucoup de, beaucoup de sens, en fait. Et oui, après 4 ans, c'est long, c'est vrai. Et en même temps, c'est passé très vite. Parce que c'est pas une formation académique. C'est pas, on va pas à l'école, on va pas ouvrir des livres pour apprendre les grands courants psychanalytiques. Enfin, c'est vraiment avant tout une thérapie, en fait. Donc, tu as vécu ta formation pour devenir art thérapeute comme une thérapie. Exactement. Ça a été beaucoup, beaucoup d'expérientiel. Sur 4 jours, on était les 3 premiers jours plongés dans notre histoire et dans l'histoire de chacun, où vraiment on a traversé notre, on a été, c'est compliqué à expliquer en fait, parce que c'est tellement intime et à la fois on était en apprentissage que poser des mots en fait pour expliquer ça, c'est toujours très compliqué pour moi parce que j'ai travaillé dans la matière en fait. J'ai travaillé dans ma matière et j'ai dû traverser tout ce chemin en fait qui n'est que le début en fait de mon parcours initiatique au final. C'est 4 années, mais j'ai envie de dire c'est une introduction. C'est une introduction à mon être thérapeute. Il a fallu 4 ans pour que je puisse aller au fond de moi-même et pouvoir aujourd'hui commencer à accompagner les autres. Et tu te sens prête à accompagner les autres aujourd'hui? Oui, je pense que je l'ai toujours été en fait. Et je pense même que je l'ai déjà toujours, je l'ai toujours fait en fait. Depuis toute petite en fait. Je l'ai toujours fait. Et on en discutait donc, on en discutait tout à l'heure en off, mais on n'est pas art thérapeute comme on est vendeur quoi. On est, on est appelé à ça. Je me suis vraiment sentie appelée à ça depuis toujours parce que par ma vie personnelle, j'ai traversé des situations difficiles où j'ai été déjà amenée à œuvrer, à accompagner l'autre depuis toujours. Sauf que pour moi, c'était dans ma matrice en fait. Ça faisait partie de moi. Et puis après, très vite, je suis rentrée dans le monde du travail, donc j'étais secrétaire médicale. Donc j'ai bossé là-dedans pendant une dizaine d'années. Et puis en fait, un jour, j'ai été rattrapée par ça, parce qu'à un moment donné, j'ai dû m'en éloigner, en fait, Pour te protéger? pour me protéger exactement. Parce que ça a toujours fait partie de moi, mais il fallait que ça soit, comment expliquer ça? C'est le temps de mûrir pour que tu puisses le mettre au service de l'autre sans toi t'oublier? Exactement.
Merci Flo, parce que c'est exactement ça. Exactement. Et du coup, c'était une période de ma vie où en fait tout a basculé. Professionnellement, je me reconnaissais plus du tout dans mon travail, j'y trouvais plus d'intérêt, je n'avais plus le goût à aller au travail. Euh, Personnellement, dans ma vie, c'était très compliqué. Et en fait, c'est là que j'ai chuté, en fait. Ah, finalement, quand tu avais vécu des moments difficiles avant, tu survivais, enfin, tu devais continuer à te battre, tu C'est devais ça. continuer à avancer parce que tu n'avais pas le choix. Ouais, Enfin, ouais, ouais, souvent, c'est le cas, complètement. hein, Ouais, ouais, je me suis construite sur... on n'a pas le choix, on doit y aller. Hein. Voilà. Et là, finalement, peut-être parce qu'il y avait peut-être de la stabilité, parce que tu avais quand même travaillé depuis longtemps. Exactement, j'étais en CDI, C'était donc il y assez avait une stable. sécurité financière, j'étais maman, donc il fallait assurer aussi le fait, voilà, nos responsabilités premières de maternelle. Enfin, voilà, il fallait que j'assure, en fait. Il fallait que j'assure. Et depuis toujours, en fait, depuis toute petite, il fallait que j'assure. Donc j'ai toujours été façonnée. Je me suis construite, en fait, sous ce costume-là, avec cette carapace-là. Il faut y aller, il faut assurer, faut pas baisser les bras. Il faut être au front, en fait. Ouais. Et puis un jour, on peut plus. Le corps, il peut plus, il tient plus, et le cœur aussi, en fait. Donc j'ai chuté parce que ça s'est somatisé. Donc corporellement, il s'est joué, en fait, des situations et des mots qui ont fait que des mots MAUX, en fait, qui ont fait que je pouvais plus fuir, je pouvais plus ne pas regarder ça en face. Et donc la vie est bien faite, en fait. Tout s'est mis bout à bout, tout s'est fait en même temps, de sorte que je me suis mise, en fait, au pied du mur. La vie m'a mise au pied du mur, mais je peux pas dire la vie, c'est moi-même, je me suis mise au pied du mur. Au bout je crois que j'avais 30 ans, ouais, c'est ça, 31. Voilà, 31 ans de vie où ça a été caillouteux. À un moment donné, faut, on peut pas faire, on peut plus, en fait. On peut plus avancer. Enfin, en tout cas, plus de cette façon-là. Et du coup, j'étais en pleine recherche de reconversion, et j'ai été ramenée à ça, en fait. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie tous les jours, me lever, avoir le smile, en fait, avoir vraiment un engouement pour ma journée, à hauteur de ce que je peux donner, en fait. Et c'est là que je me suis... Très vite, en fait, je me suis pas posé 10 000 questions. Je savais que c'était l'accompagnement. Et pas du coaching. Je fais bien la différence entre coaching et accompagnement. En tout cas, l'accompagnement que moi je propose. Parce que c'est vrai que, en étant toujours dans un cadre assez restreint, j'avais pas spécialement le listing, en fait, de tout ce qui existait. Voilà, ouais. de ce que je pouvais faire. Donc je me suis vite mise sur ces listes, en fait, où je voyais plein de choses, toutes très intéressantes, autant les unes que les autres, mais je me reconnaissais pas dans le mot coaching, parce qu'en fait ça me ramenait toujours à tout ce que j'ai dû faire, en fait, où il fallait tenir bon avec un objectif et aller jusqu'au bout avec un protocole bien spécifique. C'était trop rigide, c'était trop cadré. Et en fait, j'étais dans ça depuis toujours, dans ce faire. J'étais un être de faire. Voilà, il fallait faire les choses pour que ça matche. Il fallait, voilà. Et là, en fait, il y avait quelque chose d'autre qui était derrière tout ça, qui émergeait et qui était vraiment, j'ai envie de dire, ça prenait toute la place dans mon corps. C'était un être d'être, vraiment d'être dans l'être. Et donc quand j'ai fouiné, j'ai creusé, j'ai passé des heures et des heures de solitude à me plonger dans ça. En fait, j'avais l'impression d'être un scientifique à la recherche de mon métier, quoi. J'ai vécu la même chose. C'est ça, c'était génial, et en même temps très déstabilisant, parce que tellement de possibilités, et qu'est-ce qui, voilà, enfin, je veux dire, à 30 ans, on fait une reconversion, on va pas spécialement en faire deux dans sa vie, quoi. Donc je savais que là, j'allais tourner la page sur quelque chose pour vraiment m'ouvrir à ce qui pouvait être au plus près de moi-même. Et en fait, je suis tombée sur ce fameux article d'art thérapeute. Il faut dire que j'ai toujours été très manuelle. J'aime beaucoup peindre, dessiner, voilà, avec un bout de terre, faire
faire des trucs, quoi. Enfin, j'ai toujours aimé me servir de mes 10 doigts et laisser cours à mon imagination. Et thérapeute, ben, ça représente le soin et c'est toujours ce que j'ai apporté, en fait, dans ma vie, enfin, dans mon entourage. Depuis toujours, en fait, j'avais cette facilité à faire du bien, à apporter du soin. Et au final, ben, je me suis dit l'un et l'autre, qu'est-ce que ça peut donner? Je connais pas, qu'est-ce que c'est ce métier? Et donc, je me suis penchée sur des articles, des vidéos, des personnes, en fait, qui présentaient ça, et je me suis complètement reconnue. Et ça m'a même paru très déstabilisant, en fait, c'était très étrange de se reconnaître dans un métier où déjà d'une, je ne connaissais même pas le nom, et je n'avais aucune idée dans la pratique de ce que ça pouvait être avant de découvrir par ces personnes-là qui le présentaient. Donc, du coup, j'ai vite cherché une école, en fait, et l'engouement, il m'a tout de suite rattrapé à ce moment-là. Je savais que, il n'y a pas de mots, en fait, je savais que là où j'allais, c'était le bon endroit. Je savais pas comment j'allais y aller, le temps que ça allait me prendre, le résultat, mais je savais que c'était le chemin, en fait. Et parallèlement, dans ma vie, c'était très chaotique. Et en fait, c'est là que, effectivement, je reprends ce que je disais tout à l'heure, j'ai chuté, en fait. J'ai chuté quand j'ai commencé ma formation. J'ai chuté tout simplement parce que j'ai été face à moi-même, en fait. À ma propre intériorité. Et tout ce que j'avais mis en place pour justement ne pas aller voir ce qui se passait à l'intérieur, ben ça s'est écroulé. Donc j'ai passé... C'est un petit peu comme si tu avais construit sur des fondations qui n'étaient pas stables en fait pendant des années et que là en fait tu venais de comprendre qu'elles n'étaient pas stables et boum quoi. Et au-delà qu'elles n'étaient pas stables, ce n'étaient pas les miennes. C'était pas tes fondations, toi, ça ne t'appartenait pas. Exactement. Tout sur quoi tu avais construit ta vie jusque-là n'était pas tes vrais désirs, tes vrais besoins. C'est ça. J'ai dû faire en fait avec ce que j'ai reçu. Et puis j'ai pas spécialement trié en fait. À un moment donné dans notre vie, voilà, enfin l'être. D'ailleurs c'était le titre de mon mémoire de 4e année pour clôturer ma formation. J'ai dû présenter un mémoire et c'était de l'être fœtal à l'être accompli. Et c'est ce chemin en fait dans ce mémoire où j'expose en fait ce chemin de l'enfant vers l'autonomie en fait. Mais à quel moment on est autonome? On pense être autonome parfois à 18 ans parce qu'on est majeur, parce qu'on a un premier boulot, un premier salaire, un premier appart, une première copine, et puis après très vite on peut avoir un premier enfant. Enfin voilà, mais la vraie autonomie, est-ce que c'est ça? Et ça a été en fait tout un travail aussi où je l'ai traversé sur ces 4 ans et je me suis rendu compte en fait que je n'étais pas du tout autonome. Autonome émotionnellement parlant, en fait alors oui, j'étais autonome dans la fonctionnalité, dans le pragmatique, j'étais autonome. Hein. J'avais mon travail depuis des années, ce fameux CDI qui m'assurait cette sécurité financière. J'étais autonome, oui, parce que j'étais maman, donc j'étais responsable d'un être plus petit que moi. Mais ma réelle autonomie, en fait, c'est cette autonomie, en tout cas pour moi, c'est quand on arrive à cet endroit où on se fait du bien, on se porte du soin en fait, où on n'a pas besoin d'aller chercher la main de l'autre. Quand on sort en fait de ce besoin de cette dépendance à l'autre en fait. Pour moi, en tout cas pour moi, personnellement, dans mon chemin, dans mon initiation, c'est ça. Cette autonomie en fait qui me manquait. Cette autonomie de pouvoir m'écouter, de pouvoir me connaître suffisamment pour me porter soin quand la situation bascule ou quand la situation est fragile ou compliquée, où je n'ai pas besoin de l'autre pour me sentir en sécurité. Donc, cette formation, donc c'est la formation Satis qui a été créée par Corinne Tranquida sur Montpellier, a ouvert donc cette formation en 2013, je crois, donc ça fait moi j'étais la 3e promo et en fait elle m'a ouvert ce chemin-là. En fait, cette rencontre, elle a changé ma vie. Quand j'ai rencontré Corinne, je me souviens, je l'ai appelée parce que j'avais sous les yeux, j'avais ses coordonnées
Et en fait, en parallèle, j'avais été reçue à une école sur dossier où, ben, sans même s'échanger nos voix, on remplit un formulaire et puis on reçoit un c'est OK, vous êtes admise, ben, il faut payer tant pour l'inscription. Ben, en parallèle de ça, en fait, j'ai appelé Corinne parce que ben, elle, il n'y avait pas de formulaire à télécharger. Et puis, c'était de l'humain, en fait. Et c'est ça qui a fait toute la différence. Alors après, chaque école a son courant et sa façon de penser. Moi, j'avais le choix, en fait. C'est-à-dire que même à ce moment-là, je me suis retrouvée face à un choix très théorique ou très plus profond, en fait. Dans la matière, dans le vrai, dans le vivant, je dirais. Et j'ai choisi, du coup, ben, cette option. Et ça aussi, ça a été très déstabilisant parce que on est construit avec une éducation où on doit rentrer à l'école, où on doit donner du résultat, atteindre des objectifs. Donc voilà, on est très scolaire et parfois on peut rester très scolaire toute une vie dans notre travail. Et c'est ce qui s'était passé pour moi. J'ai toujours eu des postes où j'avais pas spécialement de grandes responsabilités. Il fallait que je réponde à une demande très spécifique. Voilà, j'étais très scolaire. Donc en fait, ça a vraiment bousculé ma vie sur tous les plans. Parce que voilà, quand j'ai commencé cette formation, ben en fait, j'ai dû déconstruire tout ce que j'avais appris. Tout ce qu'on m'avait appris, tout ce qu'il fallait remplir comme case en fait, tout ce costume en fait qu'on nous met ben, dès qu'on commence à rentrer dans le lien social en fait. Donc je dirais très tôt, et c'est là que c'est dommage en fait, c'est qu'on nous coupe de notre instinct très vite. À 2 ans, on commence à les mettre en crèche, à l'école, 3 ans, enfin, et on doit rentrer dans des cases où faut répondre à des demandes très spécifiques, et dès qu'on sort un peu du cadre en fait, ben on est taillé en fait, on est taillé, on nous coupe de notre instinct, et aujourd'hui, c'est pour ça que je suis art thérapeute. C'est pour ça que j'ai choisi en fait cette voie en fait, de revenir en fait à notre être essentiel, tout en forcément en étant un minimum dans l'adaptabilité, parce qu'il y a voilà dans la société il y a quand même un code, un code majeur pour tout le monde où il faut suivre un minimum. Ben il y a des règles en fait à respecter, et en même temps ces règles, si elles n'y seraient pas, ça serait le chaos. Donc c'est quand même des règles où c'est le cadre, mais tout en honorant en fait la personne que l'on est. À quel moment, euh, à quel moment j'ai oublié de me respecter? C'est ça que j'ai envie d'accompagner l'autre en fait dans ça. À quel moment j'ai oublié de me respecter et je me suis oubliée? À quel moment, ah ok, là je me reconnecte à ce que je suis. Et parfois même on ne sait même pas comment y arriver. Et je suis juste la petite main qui va accompagner la personne ben vers ce chemin-là en fait. Comment se retrouver? Ce qu'on a été en fait dès le début, dans nos premiers mois de vie, dans nos, allez, je dirais premières années, mais alors les 2 toutes premières années où on nous a laissé libre cours à l'exploration, et puis après très vite en fait on nous cadre. Donc il en faut, mais jusqu'à quel cadre on nous a collé? Et moi j'ai juste envie d'accompagner la personne à retrouver cet être en soi qu'on a dû mettre de côté, barricader pour répondre, voilà, enfin, à une société voilà, où il faut être dans l'efficacité, et on en perd notre authenticité en fait. Donc voilà, je me suis égarée, mais en fait c'est ça, je crois qu'on ne devient pas art thérapeute comme on devient vendeur de chaussures, hein. Moi en tout cas c'est quelque chose qui a toujours été là, et je pensais que ça faisait partie de mon tempérament et que ça pouvait pas être un métier, mais j'ai découvert que c'était un métier, donc Ça résonne en moi parce que moi, pareil, j'ai toujours pensé que ma passion pour l'organisation, la connaissance de soi, tout ça, bah, je pensais aussi que c'était pas comme ça que je pouvais gagner ma vie, quoi. Enfin, c'était juste un trait de caractère, une facilité ou une curiosité. Et un peu comme toi, toujours être un peu dans l'aide auprès des autres, accompagner les autres à se sentir mieux, être la bonne oreille pour être dans l'écoute, aussi les conseiller, parfois
pas forcément donner les meilleurs conseils parce que juste en fait on n'en sait rien. On n'est pas formé pour ça tant qu'on ne se forme pas pour ça. Du coup, ça résonne pas mal aussi cette notion en fait. Ouais, comme tu dis. Alors moi, je pense pas avoir ressenti comme toi un appel. Quand tu me parles de ça, ça me renvoie en fait dans la région catholique. On parle de vocation. Et en fait, pour les personnes qui vivent les vocations, pour beaucoup, pas tous, hein, ressentent un appel. Donc j'ai déjà discuté avec plusieurs prêtres qui avaient ressenti cet appel. Donc en fait, ils expliquent que, enfin pas tous, hein, je fais pas de généralité, mais voilà, pour personne qui, je pense à une personne en particulier, avec qui j'étais partie aux Journées mondiales de la jeunesse, là-bas, qui avait dit en fait, il ressentait un appel fort de s'engager. Et donc pour lui, c'était Dieu qui lui parlait et qui lui disait deviens prêtre. Et il est arrivé face à un dilemme dans sa vie, au début de sa vie d'adulte, où en fait c'était soit le mariage, parce qu'il aimait beaucoup une certaine fille, donc soit le mariage, mais où il aurait pu tout autant bien servir le Seigneur dans cette vocation au mariage, puisqu'on parle aussi de vocation au mariage, d'être appelé à fonder une famille au service de la foi. Et puis, et ben finalement, c'est l'appel à devenir prêtre qui a été plus fort, qui a été plus important. Et quand tu me racontes ton histoire, et ben je repense à son histoire à lui. C'est fou parce que c'est pas le même contexte, c'est pas les mêmes croyances, c'est pas les mêmes raisons, mais il y a un truc viscéral au final. Exactement. C'est pour beaucoup, quand je suis partie là-dedans, on m'a dit, mais le risque que tu prends, tu quittes un CDI, tu sais pas où tu vas, tu sais pas si ça paye. Mais en fait, je t'avoue que j'ai même pas regardé le salaire d'un art thérapeute quand j'ai commencé le processus. Parce qu'en fait, ça va au-delà de l'argent. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, c'est ancré dans mes chairs. J'ai presque l'impression que c'est ça, en fait. Je suis arrivée avec ça, je suis porteuse de ça, en fait. Je me sens vraiment, et c'est sans prétention aucune, hein, je me sens porteuse de porter du soin à l'autre. Et donc, à un moment donné, ben, il y a un travail qui s'appelle voilà, qui s'appelle thérapeute sous différentes formes. Alors moi c'est l'art thérapie parce qu'il y a ce médiateur qui rentre en jeu et puis parce que voilà, c'est une thérapie par l'acte en fait, par le corps et que je pense qu'il y a et parce que j'adhère en fait à ce courant-là. Mais après il y a aussi psychologue, hein, je veux dire, c'est tout un autre mais ça reste à la source de la thérapie, mais c'est par un autre processus en fait. Mais je pense que voilà, c'est tu parlais de viscéral, mais ça me fait écho, ça résonne. Vraiment, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Et je savais pas vraiment, en fait, comment ça allait se dérouler, mais je savais que c'était là. Et aujourd'hui, bon, je démarre tout juste l'activité et effectivement, ça peut faire peur parce que, ben, malgré tout, à côté de ça, on a des responsabilités avec des charges, avec, voilà, financièrement parlant, il faut avoir un minimum, pour pouvoir vivre ou même je dirais survivre avec l'actualité, mais ça me fait pas peur en fait. Enfin, oui, effectivement, il faut assurer un minimum financièrement, mais je sais que je suis sur la bonne route en fait. Je sais que je me suis pas égarée là. Et donc, je refais en parallèle, tu as foi en toi. Oui. C'est un acte de foi envers toi-même. Exactement, ça me touche beaucoup quand tu dis ça parce que c'est réellement ça, ouais. Peut-être que je l'avais jamais exprimé en tout cas comme ça, mais que tu l'énonces, ben ouais, ça, c'est exactement ça, ouais. Je pense que durant toutes ces années, je me suis inconsciemment prouvé à moi-même de de la puissance et de la force que je porte en fait. Et bon, après là, ça touche de l'ordre un peu plus intime, mais bon, ça fait partie de l'histoire en fait. Et pour moi, c'est un réel cadeau en fait que je me suis offerte à vivre cette expérience, à vivre cette formation et à vivre aujourd'hui ce métier que je découvre et que je pratique tout doucement. Mais j'étais quelqu'un qui malgré tout, il fallait être franc, avancer et tout ça, qui était très dépendante en fait à l'autre. Et, et aujourd'hui, en fait, je me rends compte que tout doucement, en fait, j'ai pris cette autonomie. En tout cas, je commence ce chemin vers l'autonomie et vers l'indépendance
Et, et je me suis, en fait, au fur et à mesure, je me révèle à moi-même. Et c'est ça, en fait, que j'ai envie de pouvoir accompagner chez l'autre. De se révéler à soi-même, en fait. C'est beau. Ouais, enfin, en tout cas, c'est vrai. C'est pas du beau discours que je fais, c'est vraiment Ça s'entend. ouais. C'est Ça du se voit. vrai, c'est du vécu aussi, en fait. C'est du vécu. Et c'est pour ça que je sais qu'aujourd'hui, à certains endroits, je peux accompagner les personnes. Et j'ai pas du tout la prétention de dire que je peux tout accompagner, c'est pas vrai. Il y a des chemins que j'ai pas pris, et je pense qu'on peut vraiment, réellement accompagner l'autre que sur un chemin qu'on a connu, qu'on a pris, et qu'on est en train de cheminer, parce que c'est toute une vie. C'est, voilà, c'est jusqu'au bout après, quoi. Enfin, C'est intéressant ce que tu dis sur le fait que, selon toi, on peut accompagner que sur le chemin, que sur un chemin qu'on a pris ou qu'on a emprunté, euh, qu'on a testé. Parce que bah, c'est pas ce que tout le monde pense, tu vois, dans le métier d'accompagnement, même dans le coaching, enfin voilà, on dit que c'est toujours bien et mieux si on a vécu ce que notre patient, notre client a vécu, parce que parce qu'on a l'expérience de cette situation. Euh, mais en soi, enfin, moi je me rends aussi compte, au fur et à mesure d'accompagner plein de personnes, que, bah, après c'est personnel, hein, ça m'appartient, que parfois, quand on accompagne sur des choses qu'on n'a pas vécues, qu'on n'a pas vécues de cette façon-là ou de cette manière-là, à ce moment-là de notre vie, parce que moi j'accompagne des personnes qui ont 50 ans, je peux pas avoir vécu la même chose qu'elles, ou des personnes qui sont mamans, donc je peux pas en fait, j'ai pas du tout le même chemin qu'elles. Je me rends compte aussi de la richesse que ça peut être de venir soi avec son chemin et de rencontrer le chemin de quelqu'un d'autre. Et, et moi, je sais que j'essaye justement d'enrichir ça. Parce que j'avais cette peur, moi. Pour moi, c'était pas une plus, c'était au-delà d'être c'était pas une conviction comme toi. C'était plutôt une peur que si je n'ai pas vécu ça, je ne suis pas légitime à l'aider. Alors que j'ai des compétences et j'ai des idées qui font que, en fait, je peux l'aider. Et donc, j'avais cette peur de pas être légitime, justement, pas être légitime à aider une mère qui a des enfants à gérer. Alors que moi, j'ai jamais vécu ça. Pas être légitime à aider quelqu'un qui a vécu une enfance totalement différente de la mienne, etc. Et aujourd'hui, pour avoir vu ce qui se passe après plusieurs accompagnements avec des personnes totalement différentes de chez moi, que moi j'ai vécu, je relativise ça et je me rends compte de la richesse que ça peut m'apporter à moi, et évidemment que ça leur apporte à eux, bien sûr. Et qu'au final, grâce à tous ces chemins que je rencontre au fur et à mesure des séances différents, et ben j'enrichis mes connaissances à moi. Et je peux du coup aider quelqu'un parce que j'ai déjà aidé quelqu'un qui a vécu ce chemin-là. Et un peu comme si... alors, je suis pas une éponge et je prends pas les traumas des autres, mais plutôt, un peu comme si j'avais une base de données où je pouvais ranger en fait... qu'est-ce que j'avais rencontré? Qui est-ce que j'ai rencontré? Quelles sont les conditions que j'ai rencontrées? Quels sont les outils? Les exercices de visualisation, de relaxation, les comportements, les changements de vocabulaire qui ont pu aider cette personne avec ce chemin-là, avec cette problématique-là. Et du coup, demain, je rencontre quelqu'un qui a quelque chose de similaire, et bien, ce sera plus simple pour moi de l'aider. Et j'ai beaucoup moins cette peur-là. Je m'en rends compte en fait en t'en parlant, hein, que cette peur de pas être légitime, elle est beaucoup moins présente. Bon, ça fait plus d'un an et demi que je pratique. Ça joue pleinement. Mais du coup, c'est trop intéressant ce que tu me dis, parce que ça me permet moi, de me remettre dans ma situation, de me dire, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais pu penser, mais qui était basé à partir, pour moi en tout cas, d'une peur. Et pas justement de quelque chose auquel je crois. Après, je te rejoins, parce que ce que tu dis, c'est juste. On n'a pas forcément... on n'a pas, chacun a son histoire, et c'est pas parce qu'on n'a pas vécu la même histoire qu'on peut pas aider. Quand je dis ça, en fait, c'est plutôt dans le sens où je sais qu'il y a certains endroits où je peux, c'est au-delà de l'empathie, puisque ça sera quelque chose que j'aurais vécu, que j'ai vécu, et que je peux accompagner. Je vais pas rentrer dans le sujet lui-même, parce que c'est pas le sujet. C'est pas le sujet, mais je sais qu'il y a un endroit où je peux réellement accompagner au plus près de la personne, parce que je l'ai traversé. Après, effectivement,
là où je te rejoins, c'est que je peux pas tout accompagner parce qu'il y a forcément des situations où C'est pas possible. c'est pas possible en Et fait. ça, je te rejoins aussi. Voilà. Savoir où est sa limite. Exactement. C'était plutôt dans ce sens-là que je disais ça. C'est vraiment être juste aussi avec soi-même et savoir que on a une limite en fait et que c'est pas parce qu'on est thérapeute qu'on est universel en fait. Pour moi, ça, enfin, de ma place en tout cas, ça serait pas honnête de dire que je peux tout accompagner. Mais il y a des chemins qui seront différents du mien, sur lesquels je vais pouvoir peut-être aider, accompagner, en tout cas tenir la main parce que je me sens suffisamment sécure avec cette idée-là pour apporter la sécurité qui manque à la personne et l'accompagner là-dedans. Mais voilà, comme je disais, il y en a d'autres où bon, ben, ça pourra pas, ça sera ma limite en fait. Il y aura forcément des personnes à qui je pourrais, voilà, je passe le relais en fait. Je pense que la thérapie c'est plutôt de la co-thérapie plutôt que, voilà, c'est pas, tout le monde peut tout faire. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Voilà, on est plusieurs et heureusement. Et heureusement, voilà, Ouais. c'est ça en fait. C'est grâce à l'autre en fait que je me révèle, mais c'est aussi par l'autre en fait que je passe le relais. Enfin, je sais pas si c'est très clair, mais ouais, j'ai envie de dire en fait que c'est plutôt une co-thérapie, exactement. Il y a des chemins et des chemins ils sont tous différents. Sur certains, je sais que je vais pouvoir. Sur d'autres, je sais que ça sera ma limite. Ouais. Voilà. Mais effectivement, je te rejoins dans l'idée où, dans tous les cas, la thérapie, c'est nourrissant pour les deux. C'est vraiment, on est sur un plan égalitaire. Il n'y a pas de dominant-dominé, de sachant et d'apprenti. C'est pas du tout ça, en fait. C'est vraiment un accompagnement. On est au même niveau. Je viens aider, en fait, je viens accompagner une personne qui a besoin d'un contenant. Et je suis ce contenant, à ce moment-là. Et ça peut être très spontané, très one shot comme sur de la durée en fait. C'est vraiment ouais, c'est tellement large. En rebondissant sur ce que tu dis, comme quoi on est sur le même pied d'égalité quand on accompagne quelqu'un. Alors moi, je fais pas de la thérapie, je fais du coaching pour les personnes qui me découvrent peut-être à travers ce podcast. Mais c'est aussi important de rappeler que ça soit une thérapie, que ça soit une thérapie verbale ou dans la matière, ou que ça soit même certaines thérapies qui passent par le corps, tu vois, je pense à la kinésiologie, des choses comme ça, ou que ça soit le coaching. En fait, le client, le patient, a sa part de responsabilité bien plus importante que ce qu'on peut s'imaginer pour aller mieux, pour guérir, pour se sentir mieux. En fait, tu rentres pas dans le cabinet d'un pratiquant dans l'idée que c'est lui qui fera le job. Parce qu'en fait, pas du tout. Et ça, c'est peut-être important de le rappeler. Peut-être que j'en ai déjà parlé dans le podcast, je ne sais plus, mais c'est quelque chose dont on parle souvent entre pratiquants. Parce qu'en fait, nous, on est là que pour poser un cadre, apporter des outils, proposer une stimulation. Mais en fait, le travail, le fond, si la personne ne fait rien, elle ne cherche pas à travailler sur elle, elle ne cherche pas à se poser certaines questions, elle ne cherche pas à changer les choses, à passer à l'action, il se passera rien. Et on peut faire 15 séances d'art-thérapie, 15 séances de coaching. On est d'accord. Il se passera absolument rien. On est d'accord. C'est hyper important de se rappeler aussi de cette responsabilité qu'on a quand on est patient. Et moi, c'est un déclic que j'ai eu et que j'ai vu des vraies différences quand j'ai commencé à vraiment être beaucoup plus actrice. Quand j'allais voir, en fait, parce que avec mon endométriose, j'ai fait plein de thérapies alternatives à la médecine classique. J'ai testé plein de trucs et il y avait des endroits, des moments où je me disais ça sert à rien, ça change rien, il se passe rien. Et d'autres trucs où et ben là je voyais une vraie différence. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas une question du pratiquant forcément. Alors bien sûr, il y a des pratiquants qui sont nuls et c'est des charlatans, il se passe rien. Voilà. Mais en vrai, c'est un tout petit pourcentage. Faut pas mettre tout le monde dans ce panier-là. Et donc je me suis rendu compte que c'était plutôt mon état d'esprit dans lequel j'allais à mon rendez-vous, l'énergie que je mettais pendant ce rendez-vous, les pensées que j'avais pendant ce rendez-vous, qui allaient vraiment jouer finalement
sur, eh bien, est-ce que derrière mes douleurs allaient, eh bien, se calmer. Et aussi, suivre réellement les indications aussi. Voilà, quand j'ai fait de la réflexologie, ben, je suivais vraiment, j'étais très carrée sur ce qu'elle me disait de faire. Rester au calme pendant 2-3 jours, accepter que je vais pas être bien le lendemain, et pas me dire que c'est parce que ça servait à rien. Non, en fait, laisser passer la vague. Et en fait, là, voilà, j'ai vu commencer à voir une vraie différence. Et donc, c'est pour rebondir sur ce pied d'égalité, pour bien montrer que oui, en fait, c'est pas quelqu'un qui est là, qui jette un coup de baguette magique et qui va dire tu iras mieux dans 1h30, tiens, 90 € s'il te plaît. C'est ça. Non, en fait, alors bien sûr, c'est notre métier, donc on est là pour proposer, pour offrir ce cadre et pour motiver aussi. Mais on fait pas le travail à la place de la personne qui vient, quoi. C'est ça, on se rejoint là-dessus parce que le fond est le même, hein. Même voilà, c'est très bien que tu le relèves parce que j'avais pas spécialement eu ces discours-là dans le coaching et ça fait du bien d'entendre que il y a aussi cette Ah, mais c'est indispensable dans les contrats de coaching. Dans le contrat de coaching, tu as une clause qui dit que le coach garantit de fournir le support et le cadre, mais ne garantit aucun résultat. Que tout résultat dépend de l'investissement du client. Dans un contrat de coaching éthique, donc si vous voulez vous faire coacher, cherchez cette clause. Si cette clause vous vend des promesses à 10 000 € de chiffre d'affaires ou un état d'esprit incroyable que c'est promis dans le contrat, n'y allez pas. C'est pas éthique. Parce que c'est faux. Le coaching, c'est vraiment un accompagnement, un cadre pour t'aider à trouver tes propres solutions. Donc c'est sûr, quand tu parlais tout à l'heure de ton rapport au coaching, j'ai un peu les dents serrées. Mais je peux l'entendre. Mais parce que j'ai pas eu forcément les mêmes discours quand j'ai été amenée à rencontrer des coachs. Et ça fait plaisir de l'entendre et c'est ce que je relève en fait. C'est que je vois qu'il y a différents, comme partout en fait, il y a de toute école, hein. Comme dans la thérapie, il y a de toute école. Il y en a qui vont être plus théoriques, d'autres plus dans l'expérientiel. Ça se juge pas. C'est un fait, c'est comme ça. Après, heureusement qu'il y a cette diversité aussi, parce que la diversité humaine est telle que il faut de tout pour faire un monde. Donc, il y en a qui vont avoir besoin d'un cadre comme le tien, il y en a d'autres qui vont avoir besoin de quelque chose de plus superficiel, où ça va aller, tu vois, ça, c'est comme ça. Après, c'est où est-ce qu'on en est, nous, avec notre cheminement intérieur. C'est juste ça, la différence, en fait. Ouais. À quel endroit j'ai envie de rentrer dans le moule de la société et à quel endroit j'ai envie justement de sortir, de faire un pas de côté et de me connaître. Et je crois qu'en fait, la différence, elle est là. C'est super qu'à chaque fois que tu sois revenu au fait de me connaître, tu t'es remis dans tout ton discours, dans tout ce que tu as partagé, tu t'es remis tout le temps au centre. Et c'est vraiment l'une des thématiques que je préfère, la connaissance de soi, tu le sais. Oui, je sais. Et en fait, je me rends compte à chaque échange que j'ai avec quelqu'un, sur ce podcast, tout ce que j'ai enregistré là depuis un mois, à chaque échange que j'ai avec quelqu'un qui a fait du travail sur lui, à chaque personne que je vais rencontrer et qui a eu un certain déclic dans sa vie, qui a choisi, eh bien justement, de faire ce pas de côté, de se connaître, pour se sentir enfin libéré et mieux dans sa vie, eh bien, est passé par ça, en fait, par cette connaissance de lui. Donc, avec plein d'outils différents, avec plein de façons de faire différentes, tout existe et il n'y a pas quelque chose qui est mieux qu'autre chose, c'est simplement qu'est-ce qui nous correspond, justement. Et c'est juste, mais tellement, en fait, un peu l'impression que c'est la pierre angulaire, quoi, tu vois. Complètement. Et je pense que c'est aussi très courageux, en fait, de faire ce pas de côté. Parce que ça demande énormément d'investissement et de cœur à l'ouvrage. Et il faut être prêt, en fait, pour le faire. Et quand tu ouvres la porte, elle se ferme pas tout de suite. Elle se ferme plus jamais. Et c'est ce que j'ai envie de dire, en fait. Hein, quand on commence, en fait, Toi, tu parles de porte, moi, je parle de les premiers pas sur ce chemin, mais c'est pareil, en fait. Tu peux pas revenir en arrière. Quand tu le fais vraiment avec le cœur et que tu commences, en fait, à avoir des prises de conscience les unes après les autres, alors c'est très très inconfortable, hein, faut pas se mentir. Quand je parlais de chute tout à l'heure, c'est une réelle chute, en tout cas pour moi ça a été vécu comme ça, mais j'ai envie de dire en fait
ce chemin, en fait, vu que c'est une déconstruction, ça passe forcément par le chaos. Oui, On passe forcément, voilà, on passe forcément par le chaos. C'est douloureux, c'est pas facile de se dévoiler, de se déshabiller, on finit vraiment à nu, au cœur de soi-même. C'est vraiment accepter sa vulnérabilité et ce que l'on est, en fait. Et accepter aussi de voir ce qu'on a modulé, ce qu'on a modelé de nous. C'est tout un travail personnel, mais ça va au-delà aussi de ça. C'est que ça vient se répercuter sur l'entourage, sur les proches, sur la famille, c'est à ricocher, en fait. Parce que ça fait, c'est la phrase, en fait, que j'ai choisie pour me présenter sur ma carte, sur ma carte de professionnelle. En fait, j'ai noté, quand la musique change, la danse change aussi. Et en fait, c'est ça, quand on commence ce chemin-là, ce chemin initiatique, et qu'on se regarde en fait de l'intérieur, forcément, ça va changer le regard à l'extérieur. Donc il faut aussi accepter qu'il va y avoir de la perte, en fait. De la perte qui aura tout son sens, hein, qui prendra tout son sens. Au début, on le perçoit pas comme ça. C'est pour ça aussi que je parlais d'inconfort, en fait, et de chaos, parce que cette perte, en fait, elle est nécessaire pour se trouver. Il faut se perdre pour se trouver, en fait. Et si je dois vraiment conclure, en fait, sur quelque chose, c'est ça. N'ayez pas peur de vous perdre pour vous trouver. Effectivement, ça fait peur, ça fait mal parfois, c'est inconfortable, mais c'est tellement, ça prend tellement tout son sens, en fait, après, que y a pas, il n'y a pas d'autre possibilité, en fait. Tout à l'heure, on disait, la vie, c'est pas que du positif, non, c'est ça. Mais c'est pas que du négatif non plus. C'est vraiment cet équilibre entre les deux. Et c'est comme tout, en fait. On peut pas être dans l'excès, on peut pas être dans le minimum. Il faut être au juste milieu. Au centre de soi. Et au centre de soi. Ouais. Quand tu parlais de chaos tout à l'heure, ça m'a fait résonner aussi à ce que je peux voir dans l'accompagnement quand j'ai des coachés qui, d'un coup, au milieu de l'accompagnement ou parfois à la fin de l'accompagnement, qui se sentent très bien et d'un coup, bam, il y a une rechute et ça va pas du tout. Il y a beaucoup d'émotions. Parfois, ça passe par des semaines de pleurs. Et du coup, c'est très dur à vivre. Donc, si je partage ça, c'est parce que je l'ai vu plusieurs fois chez mes coachés, donc je ne vise personne en particulier, et aussi surtout parce que je l'ai vécu aussi. Après mon accompagnement, mon premier coaching, la fin du coaching a été très dur pour moi. Je me suis sentie seule, perdue, comme tu dis, c'était dur. Et je l'ai aussi vécu quand j'ai repris ma thérapie il y a moins d'un an. Où je me suis ressentie encore bouleversée, encore remuée. Je me disais, oh là là, mais j'y arriverai jamais, en fait, à me sentir mieux. J'avais vraiment ce sentiment-là de me dire, mais quand est-ce que il y aura du soleil pendant plusieurs jours et que je vais arrêter d'être si mal et de me sentir comme ça, quoi. Quand est-ce que je vais enfin pouvoir me sentir bien dans ma vie, parce que je suis quelqu'un qui a vécu plein de trucs difficiles. Et qui a un peu l'impression que toute sa vie ça a été compliqué. Et du coup je me suis dit, mais quand est-ce que ça va aller? Et même voilà, j'en parlais avec mon copain à ce moment-là. Je me dis, mais j'ai l'impression que je peux pas être bien, et pourtant j'ai un boulot que je kiffe, et pourtant je suis bien dans ma relation, et pourtant j'ai des amis géniaux, et pourtant tu vois, tu sais, un peu tous ces trucs de rationalité, des paramètres voilà, des paramètres, comme si en fait si tu coches ça, bah tout irait bien. Et en fait je suis vraiment tombée, remuée, et là je le partageais dans l'épisode bilan des 5 premiers mois de mon année, donc si tu l'as pas écouté, je t'invite à aller l'écouter. On enregistre ce podcast, puisque tu ne l'écouteras pas du tout au même moment, mais on enregistre ce podcast, on est mi-juin. Et là, genre, quand je t'entends parler de ce chaos, je me dis, je crois que ça y est, il est derrière moi. Je crois que ça y est, j'ai dépassé ce truc-là. Et donc, si je partage ça, dire qu'on peut vivre ce chaos-là, que j'accompagne des personnes qui vivent ce chaos, après ça va mieux. Il y a le chaos.
Et si ça vient quand vous faites accompagner, ça veut pas dire que l'accompagnement ne fonctionne pas. Au contraire, ça veut peut-être dire que l'accompagnement a touché juste, que c'est avec la bon personne, endroit. ouais, Exactement. la personne qui vous suit aussi accepte de vous laisser tomber pour que vous puissiez remonter. Et ça, quand t'es accompagnant, l'ego, ça fait mal. Parce que moi, quand je reçois des messages, on me dit ça va pas du tout, et ben c'est dur de pas rebondir en disant alors essaye ci, essaye ça, fais ci, fais ça, et tu sais, de surenchérir pour essayer de faire en sorte que ça aille mieux. Mais en fait non, ça ne m'appartient pas. Ça appartient à chaque personne de puiser là où il faut aller puiser pour pouvoir rebondir. Et moi je suis là pour tenir la main, dire je suis là, je suis dans l'encadrement, je suis quand même la caution de si ça va vraiment très très mal, je contacterai les personnes qu'il faut contacter, bien évidemment, mais en soi, on n'en est pas là, on n'est pas à ces extrêmes-là, en fait. C'est simplement une tourmente qu'il faut traverser. Exactement. Et j'ai envie de dire, à ce moment-là, quand tu reçois ça, que tu n'aies pas ce réflexe d'aller dans l'attitude positive, c'est parce qu'en fait, là, à ce moment-là, tu n'as plus ta casquette de coach, tu prends une casquette de thérapeute. Et je pense que dans ta pratique, Flo, il y a une grande part de thérapeute. En faisant très attention, en jamais me mettais dans la place On d'un est thérapeute. on est d'accord. Je ne dis pas que tu es thérapeute, mais je pense que tu as ça aussi, tu es porteuse aussi de ça, de cette sensibilité, et que tu n'es pas dans l'objectif à 100%. T'es coach et tu fais très bien ton boulot, ouais. C'est pas ce que je veux dire. Mais je pense qu'à ce moment-là, t'arrives à avoir cette sensibilité, cette balance, cette nuance en fait, qui fait que tu n'es pas entièrement que coach. Tu vois? Parce que comme tu disais, en fait, c'est ce cas-là, il faut vraiment accepter de le traverser. Et l'accompagnement, en fait, c'est ça le job. Le seul job que l'on a, c'est d'être là. Tout le reste, c'est le consultant qui le fait. Nous, le seul job qu'on a à faire, c'est d'être le contenant suffisamment fiable et sécure qui vient en fait être le garant de ça va aller, ça va bien se passer. Et tu as le droit de tomber, tu as le droit de pleurer, tu as le droit de chuter, tu as le droit de pas aller bien en fait. Parce que tu n'es pas tout seul, je suis avec toi et tu peux le traverser, je serai à côté en fait. Et ce qui fait la majorité de la dépression ici, c'est que on a personne en fait. Quand on est pas dans ce système-là en fait de thérapie, on est seul, on est solo. On est solo, je veux dire, les gens sont pas faits pour nous tenir la main. Enfin, chacun a sa fonction, je veux dire, on a des amis, oui, on a de la famille, oui, on a un compagnon, une compagne, ok. Mais c'est pas leur job en fait de nous tenir la main. Et c'est pas bon non plus pour eux. C'est ça. De trop être là dans ces situations parce que on se pousse vers le bas malheureusement. Ça dépend sur qui tu tombes, mais ouais, voilà. Et puis parfois ça peut être dramatique dans d'autres situations. Très dramatique. Petit message de prévention, si vous avez quelqu'un dans votre entourage ou que vous êtes dans une situation où vous vous sentez déprimé, très mal et que vous touchez le fond, vous ne savez pas comment remonter, contactez quelqu'un qui peut vous aider. Et si c'est pour un proche à vous, eh bien vous pouvez prendre des informations pour cette personne et lui proposer cette aide. On est dans la proposition, on n'impose pas. Exactement. Parce que ça peut être aussi très mal vécu. Et puis c'est personnel, c'est tellement c'est tellement intime, c'est personnel. On n'envoie pas quelqu'un en thérapie. C'est un chemin qui c'est un élan, c'est pour ça qu'il faut c'est un déclic, c'est une prise de conscience, c'est un appel parfois au secours, mais quand on y va et si on reste dans le process, puisque on va pas se mentir, on n'est pas au bout de 3 séances, on n'est pas forcément mieux. C'est un long chemin, il faut beaucoup de patience et mais c'est un élan personnel. Voilà, quand on tient sur la durée, c'est parce qu'on a. Et je pense qu'en fait, ça me ramène à ce que je disais tout à l'heure dans cet engagement en fait où je disais oui, ça me touche en fait. D'avoir été rigoureuse avec cette formation, c'est que c'est bien au-delà d'une formation, en fait. C'était mon chemin de vie. Et je pense que c'est pour ça que j'ai tenu ces 4 années, cet engagement, cet investissement, c'était au-delà de l'apprenti thérapeute, en fait. Donc, oui, donc là, je m'égare, mais oui, effectivement, faut accepter ce par quoi on est traversé. Et ce qui est difficile, c'est que, bien souvent dans la société, c'est pas possible. On nous accorde pas ce droit-là. Et je dirais, là où c'est encore plus bien malheureux, c'est que dans certaines familles, en fait, ça ne l'est pas non plus. Ouais.
pour revenir aussi faire des liens avec tout ce qu'on a dit depuis le début, aussi dans cette idée de quand on va pas bien. Alors moi je sais que si en appel découverte, j'ai quelqu'un, donc avant l'appel découverte, c'est avant de se lancer dans un accompagnement, si j'ai quelqu'un en face de moi qui montre des signes justement d'une dépression, d'une grosse anxiété ou quoi, je n'accepte pas de la suivre si elle n'est pas suivie en parallèle par un thérapeute ou un psychologue. Et ça, je pense que c'est un point de vue d'éthique qui m'est personnel, mais que je pense que les coachs qui sont bons le font tous. Parce que justement, je n'ai pas ces compétences-là d'accompagner dans ce sens-là. Et que surtout, pour bien faire une différence, parce que du coup, on a parlé pas mal de la thérapie, du coaching, mais la thérapie, on travaille sur l'avant, principalement, généralement, et le présent, et venir guérir certaines blessures, venir comprendre l'enfant ou le jeune adulte ou peu importe qui on était avant pour justement se sentir mieux aujourd'hui. Dans le coaching, on est très tourné vers l'avenir. Oui, justement, c'est ça, vers cet objectif de l'avenir. En fait, c'est mettre en place des actions pour atteindre les objectifs. Donc en fait, bien sûr, quand on vient déconstruire une croyance limitante, on parle du passé, c'est évident parce qu'elle est née dans le passé, mais on va pas venir remonter le fil et comprendre les tenants, les aboutissants de tout, parce que c'est pas notre job justement, qu'on n'a pas les compétences pour ça. Enfin moi je considère pas avoir les compétences pour ça. Et donc c'est pour ça que c'est très important de revenir aussi à ce qu'on disait, que heureusement qu'on est plusieurs à accompagner. La cothérapie. La cothérapie, les accompagnements holistiques. Exactement. Voire peut-être que parfois je pense que c'est mieux de faire un chemin plus long, avoir plusieurs personnes dans une période de notre vie, en même temps, sur différents points. Très complémentaires. Et vu que financièrement, souvent, on ne peut pas voir 3 personnes dans le même mois, et ben c'est pas grave, on voit une personne le mois A, une autre personne le mois B, et une autre personne le mois C. Et c'est extrêmement intéressant, même en tant qu'accompagnant, d'accompagner quelqu'un qui a justement un suivi holistique. Parce qu'en fait, vous vous nourrissez en fait des conseils et des avancements avec tel ou tel pratiquant. Et ça, je trouve c'est aussi pour ça que je trouve ça super intéressant d'avoir des personnes différentes avec différents métiers dans l'accompagnement sur ce podcast pour justement montrer en fait les parallèles avec ce que moi je fais. C'est une grande toile hein, en fait. Le consultant est au centre et puis il tisse en fait son chemin et comme tu disais, tu ne prends pas quelqu'un en charge si à côté il n'y a pas un travail thérapeutique et je te rejoins complètement parce que je pense que ça fait partie de notre vie à chacun, en fait, de notre chemin à tous, en fait. On peut pas... Tout est tissé, tout est lié, en fait. Et la thérapie, c'est ça, en fait, c'est le lien. Avant la question signature du podcast, est-ce que tu as des choses à nous partager ou est-ce qu'on peut te retrouver ? Oui, je mets en place des ateliers mensuels. Donc là, c'est le tout premier commence en juillet. Le mois d'août, je vais laisser en flottement parce que beaucoup sont aussi absents et puis bon voilà, c'est pas le meilleur créneau pour explorer. Mais à partir de septembre, je mets en place un atelier donc mensuel, collectif, où on part dans l'exploration de soi-même. Alors c'est collectif, donc les enjeux sont différents, mais il se peut que ça peut faire émerger certaines prise de conscience ou une certaine demande lors du collectif et il peut y avoir après une prise en charge individuelle si la personne le désire. Mais l'idée, voilà, c'est de former un petit groupe, alors de 4 à 6 maxi, de se retrouver une fois par mois et d'explorer ensemble l'art et la danse-thérapie, parce que je parle beaucoup de l'art-thérapie depuis tout à l'heure, mais j'ai été aussi formée à la danse-thérapie, donc c'est un médiateur très riche et très puissant qui fait partie de quasiment tous mes accompagnements et voilà, j'en dirai pas plus parce qu'il faudrait un deuxième podcast mais voilà, du coup à partir de septembre il y a un atelier mensuel sur Montauban. Et si on veut des informations, où est-ce qu'on peut te retrouver, comment on peut te contacter? Alors j'ai une page Facebook qui s'appelle Cœur Danse, donc cœur apostrophe DENSE. Et j'ai aussi une page Insta et ensuite il y a toutes les coordonnées, donc par téléphone, par mail.
Super, je vous mettrai Voilà. tout ça dans les notes de l'épisode. Merci. Merci à toi, Flo. Est-ce que tu as quelque chose que tu voulais partager, un message? J'ai envie de partager que on passe qu'une fois, donc faut pas avoir peur en fait. Faut pas avoir peur, faut explorer, faut s'explorer pour pouvoir explorer. La question signature du podcast, est-ce que tu es prête? Oui, Quelle est ta liberté, Aurélie? ma liberté, c'est de pouvoir m'exprimer telle que je suis. Merci. Merci, Flo. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Pour soutenir le podcast, tu peux le partager à une personne à qui ça plairait, me laisser une note sur ta plateforme préférée d'écoute ou même m'envoyer un message directement sur Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Et n'oublie pas, libre à toi d'oser être toi-même pour créer ta liberté.